Bonjour et bienvenue dans Éteignez vos lumières, le podcast dédié aux affaires criminelles. Je suis Sonia Liu et aujourd'hui, je vais vous parler du cas de la youtubeuse Ruby Franky. Une affaire américaine extrêmement récente puisque le jugement n'est pas encore totalement rendu. Avant de commencer, je préfère vous prévenir, il s'agit d'une affaire faisant référence à des maltraitances et à de la violence sur mineurs. Je sais que c'est un sujet sensible qui peut vous heurter, donc je préfère que vous soyez avertis. Cela dit, je trouvais que c'était l'occasion pour moi de parler d'un phénomène assez problématique, à savoir les dérives liées à la création de contenu en lien avec les enfants et la famille. Alors installez-vous bien confortablement et laissez-moi vous plonger dans cette affaire. Nous sommes le 30 août 2023 à Evans, dans l'Utah. C'est une petite ville paisible d'à peine 10 000 habitants qui abrite le pittoresque parc national de Snow Canyon. L'endroit est donc très touristique et attire plutôt les personnes aisées qui cherchent un endroit pour se ressourcer grâce aux nombreux spas ou qui veulent simplement profiter de la beauté des paysages. Rien ne laisse donc présager l'appel glaçant qu'un homme va passer au 911 ce jour-là. Dans cet appel, l'homme explique qu'un petit garçon vient de sonner à sa porte en le suppliant de lui donner à boire et à manger. Le pauvre enfant est très maigre, il a des marques autour des chevilles et des poignets, comme s'il avait été attaché. Son état est tellement difficile à voir que l'homme au téléphone a du mal à retenir ses larmes. L'enfant dit s'être échappé de la maison d'à côté, ce qui n'est pas une surprise pour le voisin, il savait très bien qu'il se passait des choses anormales dans cette maison, et il avait d'ailleurs déjà fait plusieurs signalements à la police. La maison en question, c'est celle de Jody Hildebrandt, l'associée de la mère du petit garçon, Ruby Franky. Lorsque les officiers de police arrivent sur place, ils trouvent également une autre fille de Ruby, dans un état quasi similaire. Les deux enfants sont dans des états de déshydratation et de malnutrition sévères et sont immédiatement conduits à l'hôpital. Les policiers se mettent également à la recherche des autres enfants mineurs de Ruby Franky et finissent par les trouver chez une collègue des deux femmes. Même s'ils ne semblent heureusement pas avoir subi les mêmes sévices que leurs autres frères et sœurs, cette collègue ne semble pas très étonnée quand les policiers évoquent les abus découverts. Ruby Franky et Jody Hildebrandt sont arrêtés sur le champ et les enquêteurs vont alors se pencher sur le profil de ces deux femmes. Je vais commencer par vous donner des informations factuelles sur le parcours de Ruby et Jody, mais je reviendrai sur leur psychologie plus tard. Pour le coup, on n'a pas beaucoup de détails sur leur vie de manière générale. On sait que Ruby Franky est née le 18 janvier 1982. Elle et son mari, Kevin Franky, sont tous les deux membres de l'Église des Saints des Derniers Jours, qu'on appelle plus communément les LDS ou Mormons. En 2015, alors que Ruby est enceinte de son dernier enfant, elle lance une chaîne sur YouTube qu'elle baptise 8 Passengers, en référence au nombre de membres de la famille, donc les deux parents plus leurs 6 enfants. Dans ses vidéos, Ruby filme le quotidien de sa famille et dispense des conseils d'éducation. Sa chaîne fonctionne très bien et réunit au total jusqu'à 2,5 millions d'abonnés. Pour comparaison, c'est à peu près le même nombre d'abonnés qu'a Lena Situation en France. Jody Hildebrandt, elle, est née en juin 1969 et elle est aussi membre de l'Église des Saints des Derniers Jours. En 2004, elle décroche un master en psychothérapie et obtient une licence qui lui permet d'exercer en tant que conseillère en santé mentale dans l'Utah. Il faut savoir que ce diplôme n'existe pas en France. On parlerait plutôt de psychologie, mais aux États-Unis, c'est un domaine un petit peu moins encadré qu'ici. Bref, Jody travaille comme conseillère en santé mentale dans des écoles, des cliniques, mais aussi des cabinets privés. Elle se spécialise, entre autres, dans le traitement de l'addiction, de la dépression, de l'anxiété et des problèmes de couple. En parallèle, elle développe aussi sa propre approche de la thérapie qu'elle appelle Connections. Elle lance son site web en 2012 où elle propose des cours en ligne ainsi que de nombreuses ressources à ses clients qui souhaitent, je cite, créer de la joie dans leur vie et dans leurs relations. Alors oui, on est d'accord, c'est assez vague et ça veut tout et rien dire. Avant de parler du lien qu'avaient Ruby Franky et Jody Hildebrandt entre elles, j'aimerais vous détailler les abus et les maltraitances qui ont été filmés et postés sur la chaîne YouTube de Ruby Franky, 8 Passengers, puisque pour un bon nombre des événements dont je vais parler, ils se sont produits avant même sa rencontre avec Jody, et vous comprendrez plus tard pourquoi ça a son importance. Ces maltraitances et ces abus n'étaient pas cachés.
ils étaient mis en avant par la mère de famille. Autant vous dire que si elle se permettait de montrer ça, ce qui se passait quand les caméras ne filmaient pas devait être encore bien pire. Et c'est un marqueur fort du sentiment d'impunité, voire même de légitimité, que Ruby Franky devait ressentir. J'y reviendrai plus tard, mais je suis convaincue qu'elle pensait vraiment que l'éducation qu'elle donnait à ses enfants était bonne, voire même exemplaire. Encore une fois, je tiens à vous avertir, les actes que je vais décrire sont vraiment difficiles à entendre et violents. Je vais essayer de pas trop entrer dans les détails inutiles, mais d'un autre côté, il faut aussi que je parle des faits bruts sans trop les édulcorer, parce que c'est important pour les dénoncer. La première chose qui saute aux yeux lorsqu'on passe en revue le quotidien de la famille vu à travers les vidéos et le regard de Ruby Franky, c'est la thématique de la nourriture. Je dirais que c'est le point qui revient le plus souvent dans son discours concernant les enfants. Ruby Franky utilisait et contrôlait la nourriture comme moyen de pression sur ses enfants. Elle avait énormément recours à la privation de repas pour punir ses enfants. On l'entend par exemple à plusieurs reprises les menacer de supprimer leur privilège d'avoir à manger à chaque fois qu'elle est contrariée. Déjà, rien que le fait de dire qu'avoir un repas est un privilège, c'est ultra problématique. Je peux comprendre qu'un parent puisse éventuellement empêcher d'avoir accès à une sucrerie en cas de bêtise, mais jamais de carrément envoyer un enfant dans sa chambre le soir ou la journée sans avoir mangé. C'est aussi quelque chose qui va lui servir pour asseoir son autorité sur ses enfants. Je pense notamment à une vidéo où elle explique qu'elle nourrit ses enfants un par un, tandis que les autres doivent attendre leur tour. C'est un moyen très fort de leur montrer que c'est elle qui contrôle tout, même leurs besoins primaires. Un autre jour, Ruby prend sa caméra pour raconter à ses abonnés que sa fille de 6 ans a oublié de préparer sa boîte repas pour le déjeuner, car oui, elle ne préparait pas le déjeuner pour sa fille et elle l'obligeait à le faire toute seule. À 6 ans. Et donc ce jour-là, la petite a oublié. La maîtresse appelle Ruby pour lui demander de venir apporter quelque chose à manger à sa fille, et Ruby refuse en répondant à la maîtresse que ça sera une leçon pour sa fille, qui ne mangera donc rien de la journée d'école. Là, je vous raconte cet incident en particulier, mais visiblement, ce n'est pas arrivé qu'une fois, et elle l'aurait fait à plusieurs de ses enfants. Ensuite, pour ce qui est des punitions, là encore, on est très très loin d'une éducation positive et bienveillante. Ruby fait tout bonnement régner la peur sur ses enfants. Lorsqu'elle confisque des choses à ses enfants, par exemple, elle leur propose 2 alternatives. Soit ils payent pour les récupérer, soit ils font des travaux et tâches ménagères dans la maison pour apprendre la valeur des choses. Et surtout attention, ils n'ont que 24 heures pour récupérer leurs objets, sinon tout est jeté à la poubelle. Dans une autre vidéo, Ruby Franky dispute une de ses filles, très jeune, je dirais peut-être 5 ans. La petite fille a visiblement abîmé quelque chose dans la maison, et la mère la menace en prenant son doudou, en lui disant « Si jamais tu refais quelque chose comme ça, je lui coupe la tête ». Évidemment, la petite fille fond en larmes à l'idée que son doudou soit décapité, et Ruby ne fait rien pour la consoler. Ensuite, beaucoup de punitions tournaient autour des châtiments corporels. Faire des choses physiques intenses pendant des périodes de temps beaucoup trop longues pour des enfants. Ruby forçait par exemple ses enfants à porter des boîtes lourdes dans les escaliers, pas dans le sens « rends-moi service, monte ça à l'étage », mais juste elle leur faisait monter et descendre les escaliers à plein de reprises en portant des objets lourds en guise de punition. Dans une autre vidéo, elle oblige son petit garçon à faire des pompes à même le béton de la cour car il a laissé traîner une chaussette dans le jardin. Il n'y a absolument rien d'éducatif là-dedans, c'est juste purement les faire souffrir physiquement dans l'idée que ça serait dissuasif. En plus de ces mesures d'un autre âge, Ruby est également une mère négligente. Il n'est pas rare qu'elle laisse ses enfants sans surveillance pendant des dizaines de minutes, voire plus d'1 heure, que ce soit chez elle ou même au centre commercial. Et là, je ne vous parle pas d'adolescents, mais d'enfants en bas âge. Ruby fait des siestes ou vlogs alors qu'elle n'a aucune idée d'où sont ses enfants ni de ce qu'ils font, si bien qu'elle va par exemple retrouver sa petite dans un trou dans le jardin ou alors dans une baignoire remplie d'eau. Des accidents qui auraient pu avoir de très lourdes conséquences. Lorsque ses enfants sont malades et ont besoin d'être emmenés à l'hôpital,
elle les fait attendre des heures, le temps de se préparer, de se coiffer, de se maquiller, pour pouvoir être jolie et vloguer le fait d'aller aux urgences. Si jamais ses enfants ne se sentent pas bien, ont de la fièvre et des nausées, elle les fait dormir à même le sol dans la salle de bain à côté des toilettes, car selon elle, c'est plus pratique si jamais ils ont besoin de vomir. De manière générale, chez les Frankie, il n'y a aucun respect de l'intimité des enfants. Ruby et Kevin, les parents, s'accordent le droit de lire tous les messages de leurs enfants, même des plus grands. Ils ont accès à leur téléphone portable et épluchent tout ce qu'ils font. Dans une vidéo postée sur YouTube, on voit par exemple Kevin qui confisque le téléphone de leur plus grand fils et qui lit à voix haute les messages que celui-ci échange avec une adolescente de son âge, alors qu'ils sont tous en famille à table. C'est déjà super humiliant, et ensuite le père demande, je cite ces mots, « Quelle est la nature de ta relation avec cet individu ?» Donc là, je tiens encore à le dire, c'est pas un comportement normal et acceptable pour un parent. Qu'éventuellement on fasse attention aux fréquentations et aux activités en ligne de son enfant, je peux le comprendre et ça me semble normal. Qu'on soit ouvert à la discussion avec son enfant, qu'on lui montre qu'il ou elle peut se confier sur ses relations, c'est ok aussi et c'est même génial. Mais être aussi intrusif, tout lire à voix haute, non seulement devant le reste de la famille et même le monde entier puisque c'est filmé et posté sur YouTube, ça, c'est pas normal du tout. Toujours dans cette même logique de contrôle, Ruby Frankie empêche ses enfants d'avoir des amis et même simplement des contacts sociaux. Si jamais ils se créent des comptes sur les réseaux sociaux, elle les supprime. Je vous rappelle que la dame est elle-même influenceuse et qu'elle poste littéralement tout le temps leur quotidien sur YouTube. Et ça, en vrai, c'est une technique d'isolement qui se rapproche purement et simplement de ce qu'on voit dans les dérives sectaires. De toute façon, de manière générale, le consentement des enfants est très peu respecté. Ruby continue de les filmer même lorsqu'ils lui demandent clairement d'arrêter. Et au passage, la mère humilie ses enfants à la vue de tous. Par exemple, elle affiche sa fille en parlant de sa pilosité et elle lui dit qu'elle devrait absolument se raser les aisselles car, selon elle, c'est mieux au niveau de l'hygiène. Déjà, c'est faux. Ensuite, ça transmet plein d'insécurité à sa fille sur son physique et en plus, on voit que ça met la jeune fille hyper mal à l'aise, mais Ruby ne prend pas du tout ça en compte. Idem pour ce qui est du poids et on rejoint un peu la problématique des privations de nourriture aussi. La mère de famille filme une de ses filles qui se pèse et fait des remarques désobligeantes du style « Maintenant, plus de bonbons pour toi », alors que la fillette a un poids absolument dans la norme pour son âge et qu'elle n'est pas du tout en surpoids. Alors, là en gros je vous ai décrit les choses les plus soft, mais maintenant je vais passer aux faits encore plus graves. Je sais que je vous énumère beaucoup de choses et ça fait un peu liste des atrocités qu'ont subies ces enfants, mais je ne pouvais pas ne pas en parler. Je trouve que c'est hyper important d'évoquer tout ce qu'elle leur a fait subir, parce que mine de rien, ce sont des choses qui ont été postées en ligne, donc encore une fois, ça souligne le sentiment d'impunité et de légitimité de cette femme, qui est super important dans cette affaire, et qui soulève aussi plein de questions sur lesquelles je reviendrai ensuite. Donc, dans les choses encore plus inquiétantes qui ont été montrées et mentionnées en vidéo, je vais commencer par Noël. Noël a souvent été un moyen de pression sur les enfants, puisque Ruby n'hésitait pas à menacer ses enfants d'être totalement privés de cadeaux par le Père Noël si jamais ils n'étaient pas assez sages. Ces menaces visaient généralement plus spécifiquement les deux plus jeunes enfants, donc en gros les plus grands recevaient quelque chose à Noël, mais pas eux. Mais là où ça devient encore plus inquiétant, c'est le jour où elle poste une vidéo dans laquelle elle dit « Je n'offre pas de cadeaux de Noël à mes enfants d'habitude, mais là je fais une exception ». Et ensuite, on voit les enfants qui déballent des couteaux. Et pas des petits couteaux suisses, mais les bons couteaux de chasse, survie, pas du tout dangereux à mettre entre les mains d'enfants, quoi. Autre fait dérangeant, le fils aîné de la famille a été envoyé dans un camp en pleine nature qui s'appelle Anasazi et qui fait partie d'un phénomène qu'on appelle la TTI, soit la Troubled Teen Industry. C'est quelque chose que je ne vais pas spécialement développer ici, mais en gros, aux États-Unis et dans d'autres pays aussi, il existe des sortes de camps d'éducation, très souvent dans la nature, en lien avec le fait de survivre, qui sont destinés aux adolescents à problème.
Les parents les envoient là-bas, très souvent contre leur gré. Parfois, les ados se font carrément enlever en pleine nuit de chez eux. Les conditions de vie dans ces camps sont souvent très problématiques et les méthodes éducatives aussi. Ça peut carrément entraîner des débordements très graves et on compte même plusieurs cas d'adolescents décédés dans ces camps-là. Alors j'ai fait quelques recherches et le camp Anasazi n'a pas l'air d'être le plus hardcore de ce type de camp. C'est un programme qui, puisqu'il a été choisi par la famille Frankie, est évidemment créé par des mormons et leurs valeurs ne sont pas horribles, mais ça reste quand même un endroit où sont envoyés de force certains ados, bien que ça aille apparemment à l'encontre des préconisations de la direction. On ne sait pas vraiment comment l'a vécu le fils aîné de la famille Frankie, mais déjà la façon d'en parler des parents laisse clairement comprendre qu'ils voulaient que leur enfant vive une expérience à la dure et ils semblaient s'en réjouir. Pour finir, je vais vous citer les pires sévices subis par les enfants. Je vais essayer de pas trop entrer dans les détails parce que je pense que ce que je vais décrire suffit pour comprendre la gravité de ce qui s'est passé. Les enfants de Ruby Frankie ont parfois été attachés pendant des périodes de temps plus ou moins longues avec des cordes, du gros scotch et même des menottes. Ces liens provoquaient des blessures, des irritations, des coupures qui avaient tendance à s'infecter et qui étaient soignées avec un mélange de miel et de piment. Oui, vous m'avez bien entendu, Ruby et Jody mettaient du piment sur la chair à vif des enfants pour soigner les blessures qu'elles avaient créées en les attachant. Certaines punitions consistaient aussi à maintenir la tête des enfants sous l'eau. Ruby Frankie a également forcé ses enfants à travailler dans le jardin en plein soleil en les privant de boissons. Résultat, ils ont fini complètement déshydratés et avec d'énormes coups de soleil qui avaient carrément fait des cloques. Le fils aîné, qui était un ado quand même au moment des faits, a été obligé de dormir sur un pouf pendant plus de 6 mois pour le punir d'avoir fait une blague à son petit frère. Il n'avait même plus le droit d'accéder à sa propre chambre et dormait dans le salon. C'est la vidéo dans laquelle on apprend ça qui a été décisive puisqu'elle a marqué un tournant pour la chaîne YouTube qui a commencé à perdre en popularité début 2020. Suite à tous les faits que j'ai décrits, une pétition commence à circuler sur internet et récolte plusieurs millions de signatures. De nombreux internautes qui sont outrés parce qu'ils ont vu sur la chaîne The 8 Passengers tentent de faire fermer la chaîne et exigent une intervention des services sociaux. À ça s'ajoutent les inquiétudes de certains professeurs qui ont essayé de parler aux enfants car ils se rendaient bien compte que quelque chose n'allait pas à la maison. On sait que suite à tous ces signalements, la police et les services sociaux se sont rendus de nombreuses fois au domicile des Frankie pour faire ce qu'on appelle des wellness checks, des sortes de contrôles, mais il n'y a visiblement pas eu de conséquences car le juge n'a pas délivré de mandat de perquisition. Malgré tout, comme je vous l'ai dit, les choses ont commencé à battre de l'aile pour la chaîne et Ruby à partir de l'année 2020. 2 ans plus tard, en 2022, Kevin et Ruby se séparent et le mari quitte le domicile. Je vous expliquerai plus en détail les causes de cette séparation un petit peu plus tard dans l'épisode. La même année, Ruby supprime sa chaîne ou alors elle la passe en privé, en tout cas le contenu n'est plus accessible. Elle commence alors à travailler comme coach en développement personnel avec Jody Hildebrandt pour Connections. Ensemble, elles lancent une nouvelle chaîne YouTube et filment des vidéos chez Jody. Au même moment, la fille aînée de Ruby alerte les autorités car sa mère laisse souvent ses frères et sœurs mineurs sans surveillance pendant plusieurs jours d'affilée. Mais finalement, et comme l'ont signalé plusieurs experts, la seule chose qui a vraiment fait réagir les autorités, c'est l'état du fils de Ruby qui s'est échappé le 30 août 2023 et l'ampleur de ses blessures. Évidemment, ça ne veut pas dire pour autant que la situation n'était pas grave avant. Il y avait des antécédents de maltraitance physique et émotionnelle qui duraient depuis des années. Bon, c'était vraiment une longue partie sur les maltraitances et les abus qui ont été infligés aux enfants de Ruby, mais je pense que c'était important de vous informer au maximum là-dessus, parce que malheureusement, au niveau des accusations officielles qui ont été faites à l'encontre de Ruby Frankie et de Jody Hildebrandt, il manque pas mal d'éléments qui n'ont pas pu être constatés au moment de leur mise en examen. Lors de leurs arrestations, 6 chefs d'accusation de maltraitance sur mineurs ont été émis pour les 2 femmes, incluant blessures physiques multiples ou torture, privation de nourriture et préjudice émotionnel grave causé à 2 enfants qui étaient les 2 plus jeunes. Plusieurs exemples concrets ont été cités dans les audiences de Ruby Frankie. Forcer son fils à travailler en plein soleil pendant plusieurs semaines sans protection adéquate, ce qui a causé des brûlures sévères.
forcer sa fille à courir pieds nus sur un chemin de terre, punir ses enfants lorsqu'ils buvaient de l'eau en cachette, attacher son fils à l'aide de scotch et de menottes lorsqu'il a essayé de s'enfuir, avoir soigné les blessures avec du miel et du piment de Cayenne, et enfin avoir dit que ses 2 plus jeunes enfants étaient possédés par le diable. Depuis septembre 2023, Ruby Franke et Jodi Hildebrandt sont toutes les 2 en détention provisoire sans possibilité de libération sous caution, ce qui signifie que la justice a estimé qu'il était trop dangereux qu'elles puissent être remises en liberté en attendant leur jugement. Actuellement, on se trouve dans une configuration de plea agreement, c'est-à-dire une négociation de peine, car Jodi et Ruby ont toutes les 2 accepté de plaider coupables pour 4 des 6 chefs d'accusation, et elles encourent entre 1 et 15 ans d'emprisonnement pour chacun de ces chefs d'inculpation. Donc la sentence finale variera entre 4 et 60 ans d'années d'emprisonnement, ce qui est un éventail extrêmement large, j'en conviens. Mais ce choix de plaider coupable, ça a 2 conséquences. Déjà, ça évite le procès qui aurait probablement fait ressortir beaucoup plus d'éléments, parce que là, on aurait certainement passé en revue des années de maltraitance plutôt que de se focaliser uniquement sur les faits qui ont été constatés cet été. Mais en plus, je pense qu'elles l'ont fait pour éviter d'avoir la peine maximum. Et oui, ça marche souvent comme ça, si l'accusé accepte de plaider coupable, ça réduit sa peine. Alors pour continuer un petit peu sur cette histoire, j'aimerais vous donner plus d'éléments sur les profils des 3 adultes impliqués dans cette affaire, à savoir Ruby Franke et Jodi Hildebrandt bien sûr, mais aussi Kevin Franke. On va commencer par Ruby. Comme vous l'avez largement compris depuis le début de cet épisode, Ruby Franke est une femme dont les méthodes d'éducation sont extrêmement violentes, ce qui a entraîné 2 problèmes. D'abord, tous les traumatismes qu'elle a infligés à ses propres enfants, mais au-delà de ça, les dégâts sont peut-être encore pires car elle donnait des conseils d'éducation sur internet à une large audience. Or, ces conseils étaient super dangereux, de type les troubles alimentaires ou la dépression n'existent pas. Elle a donc contribué à propager des idées absolument désastreuses concernant la santé mentale. D'ailleurs, de manière générale, elle affirmait aussi que les enfants s'inventent des problèmes et évidemment, la seule solution efficace pour pallier à ça, selon elle, c'est l'autorité et les punitions. Comme ça, c'est super, on apprend bien aux enfants à tout garder pour eux, à ne pas exprimer les émotions et leurs sentiments, à ne pas se tourner vers des adultes quand il y a un problème. Enfin, je vais pas continuer, mais c'est affligeant à quel point il n'y avait rien qui allait. Alors forcément, la question qui se pose, c'est pourquoi Ruby Franke est la mère qu'elle est, d'où lui viennent tous ces principes hyper rigides et violents. Et en fait, il y a plusieurs pistes. L'éducation qu'elle a elle-même reçue, les influences extérieures, notamment celles de Jodi Hildebrandt ou même des LDS, et enfin bien sûr une cause interne comme un trouble de la personnalité ou du sadisme. Concernant son enfance, on sait assez peu de choses. Dans certaines de ses vidéos, elle a visiblement mentionné des souvenirs, des événements qui semblent effectivement être des abus qu'elle aurait elle-même subis étant petite. Elle a à plusieurs reprises parlé de ses parents très autoritaires et on peut totalement envisager que ce soit vrai. Néanmoins, les sœurs de Ruby, puisqu'elle a 4 autres sœurs, contestent cette version et disent que Ruby a tout déformé et exagéré, donc c'est un petit peu difficile de savoir où est la vérité en fin de compte. Selon la psychothérapeute Shavonne Scott, qui a été interrogée dans le podcast Malevolent Mormon Mummies, Ruby Franke ne semble pas présenter de gros troubles psychiatriques. Par contre, Scott suggère qu'on retrouve chez Ruby des traits sadiques, mais aussi des signes de trauma infantile. Je la cite ici. Le sadisme dans son cas me fait penser, est-ce qu'elle torturait des chiots quand elle était petite ou quelque chose comme ça? C'est bizarre, ce qui la rend dangereuse. Il est possible qu'elle ait été elle-même maltraitée dans son enfance parce que toutes ses idées sur la manière d'élever un enfant sont erronées. S'attendre à ce qu'une enfant de 6 ans se lève seule le matin, prépare son petit déjeuner et son déjeuner, et puis la punir lorsqu'elle ne réussit pas à le faire, c'est quelqu'un qui ne comprend vraiment pas les enfants. C'est horrible qu'elle en ait eu autant parce qu'elle n'a aucune compétence ni capacité d'éducation. Il est tout à fait possible que ce soit la façon dont elle a été élevée et qu'elle ait reçu beaucoup de punitions. Donc dans son esprit, c'est comme ça qu'on devient un bon parent. Il est très probable qu'elle ait grandi avec une éducation abusive et qu'elle ait intégré que c'est comme ça qu'on doit être une mère aimante.
Mais depuis son interpellation, la défense de Ruby n'a pas choisi de prendre cette voie pour expliquer ses actes. En fait, tout s'articule plus autour du fait qu'elle aurait été manipulée par Jodi Hildebrandt. Elle aurait carrément subi un lavage de cerveau, ce qui tend, selon moi, à la déresponsabiliser en partie de ses actes. Avant toute chose, il faut que je dise 2 mots sur le contexte religieux qui n'est certes pas le cœur du problème dans cette histoire, mais qui a pu indirectement favoriser ce qui est arrivé. Le fait que Ruby Franky appartienne au mouvement LDS peut être vu comme un terrain avec ses fragilités et avoir rendu Ruby plus encline à être manipulée ou à la soumission. Parce que c'est une religion au principe assez strict, où les fidèles acceptent pas mal de choses sans avoir le droit de les questionner. Remettre en question les figures d'autorité dans le mouvement LDS, c'est très mal vu. Et ça peut être une pente glissante vers les dérives sectaires. Alors je ne dis pas que tous les mormons sont comme ça et que c'est une secte, mais simplement, comme dans tous les mouvements spirituels avec des hiérarchies et des dogmes, ça peut déraper. Mais là encore, ce n'est pas l'explication que vont choisir Ruby et sa défense. Pour faire suite à son placement en détention provisoire, les avocats de Ruby Franky ont publié une lettre ouverte pour parler en son nom que je vais vous lire, car c'est assez intéressant de voir comment ils tournent les choses. Faites notamment attention aux termes et aux formulations utilisées. Windward Law fait une déclaration au nom de Ruby Franky concernant les accusations en cours ainsi que ses pensées sur sa situation familiale actuelle. Notre cliente travaille avec le bureau du procureur et prévoit de résoudre rapidement cette affaire en concluant un accord de plaidoyer avec le tribunal le lundi 18 décembre 2023. Ruby Franky est une mère dévouée et également une femme engagée dans une amélioration constante. Initialement, Madame Franky croyait que Jodi Hildebrandt avait les connaissances nécessaires pour la guider sur le chemin d'une amélioration continue. Madame Hildebrandt a profité de cette quête et l'a transformée en quelque chose d'abominable. Sur une longue période, Madame Hildebrandt a systématiquement isolé Ruby Franky de sa famille élargie, de ses enfants plus âgés et de son mari, Kevin Franky. Cet isolement prolongé a conduit Madame Franky à se soumettre à un sens de la moralité déformé, façonné par l'influence de Madame Hildebrandt. Pendant son incarcération au cours des derniers mois, Ruby Franky s'est activement engagée dans une introspection qui lui a permis de réajuster sa boussole morale et de comprendre pleinement le poids de ses actions. Madame Franky s'engage à assumer la responsabilité de son rôle dans les événements ayant conduit à son incarcération. Démontrant un dévouement sincère à la croissance personnelle et à la réhabilitation, elle a commencé activement le processus en contactant des membres de sa famille. À travers des excuses sincères, elle cherche à réparer les relations et à contribuer positivement au parcours de guérison de sa famille. Ruby est consciente que Kevin Franky a demandé le divorce. Bien qu'elle soit dévastée par cette nouvelle, elle reconnaît et comprend sa colère et son raisonnement. Malgré la douleur, elle respecte ses décisions et reste optimiste qu'avec le temps, elle puisse contribuer à reconstruire la confiance et favoriser la compréhension au sein de leur famille. Ruby a offert sa pleine coopération pour aider les enfants à se réunir avec leur père. Windward Law reconnaît l'amour profond que Madame Franky porte à ses enfants, et nous sommes sincèrement attristés qu'elle se soit retrouvée sur ce chemin difficile, sous l'influence de Madame Hildebrandt. Nous sommes fermement convaincus que Madame Franky est une mère dévouée qui, malheureusement, a été égarée. Elle est sincère dans son engagement à assurer le meilleur avenir possible pour sa famille, et nous croyons qu'avec le bon soutien et de la compréhension, elle peut naviguer sur un chemin de guérison et de croissance. Bon, personnellement, je veux bien croire que Jodi Hildebrandt n'a pas du tout été une bonne influence pour Ruby Franky, mais je trouve ça un peu facile de dire, dans la même lettre, Ruby est prête à assumer la responsabilité de son rôle dans les événements, et c'est une mère dévouée qui s'est égarée sur un chemin perverti par Jodi. À ce sujet, la psychothérapeute Chavon Scott a d'ailleurs déclaré quelque chose que je trouve très juste. Ruby était influenceuse, pas quelqu'un de facilement influençable. Je pense toutefois que lorsqu'on met ces deux personnes ensemble, en raison de leurs croyances toxiques et de leur narcissisme, elles amplifiaient le pire chez l'autre. Mais il y a quelque chose d'intéressant à propos de cette prétendue contrition. Je comprends que la peine qu'elle risque est de 1 à 15 ans d'emprisonnement pour 4 chefs d'accusation. Cette sentence sera déterminée par la commission des libérations conditionnelles et non par le juge.
Et la commission des libérations conditionnelles accorde beaucoup d'importance à ce que les personnes reconnaissent leurs crimes et tentent de comprendre ce qui les a menés à ce crime. Donc, c'est le genre de déclaration que la commission des libérations conditionnelles recherche. Je pense qu'elle a été aiguillée par ses avocats, du genre « Regarde, si tu veux obtenir la peine minimale, c'est le genre de choses que tu dois dire. » Je trouve que cette déclaration est intéressante, déjà parce que moi aussi j'ai le sentiment que Ruby et Jodie étaient toxiques, chacune de leur côté, mais que leur rencontre a vraiment été le catalyseur de l'enfer dans lequel a basculé la famille. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les duos de criminels. On a souvent cette configuration où chacune des deux personnes a préalablement des fantasmes violents ou des comportements toxiques, mais c'est vraiment l'association des deux qui crée quelque chose qui dégénère totalement. Mais je pense que pour mieux comprendre ça, il faut aussi que je vous parle de la face cachée de Jodie Hildebrandt, donc on va passer à son cas tout de suite. Je n'ai malheureusement pas trouvé beaucoup d'informations personnelles sur Jodie Hildebrandt. On n'a pas tellement d'éléments sur son enfance, son parcours et tout ça. La seule chose que je puisse dire, c'est qu'elle a été mariée, je suis pas sûre que ce soit toujours le cas, ça aussi c'est assez flou, et qu'elle a 2 enfants. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Jodie Hildebrandt travaillait jusqu'à son arrestation récente comme coach de vie / thérapeute. Elle donnait notamment des conseils sur la vie de couple et l'éducation. Elle créait également du contenu vidéo et des podcasts avec son amie Ruby Franky. Sur son site internet, voici comment elle se présente. Je suis Jodie Hildebrandt, votre experte en forme mentale et en relations. J'ai passé plus de 25 ans à travailler avec des personnes comme vous, dans le monde de la psychothérapie, et mes patients ne guérissaient pas. Lorsque j'ai commencé à autonomiser les gens en les éduquant avec les principes de la vérité, apprendre à être honnête, responsable et humble, j'ai vu mes patients changer radicalement devant mes yeux. Vous pouvez avoir la vie que vous voulez, mais vous devez vous débarrasser des mensonges laids de la distorsion pour vivre dans la vérité, la connexion et la liberté. Commencez votre formation avec Connections pour travailler sur les fondations nécessaires pour découvrir la vérité. Vous avez le pouvoir de faire des changements positifs et durables qui peuvent transformer votre vie et changer complètement le chemin sur lequel vous êtes. Voici également comment dans un extrait vidéo présent sur son site internet, plusieurs clients de Jodie Hildebrandt parlent de leur relation à Connections. Connections m'a vraiment aidé à voir la vérité. Et je sais que ça paraît si simple à dire, mais c'est comme une renaissance. Et ça peut faire un peu peur de voir qu'on vit dans tellement de distorsions. Mais c'est tellement libérateur et excitant. Connections m'a vraiment aidé à me rappeler et à mieux comprendre qui je suis. Connections m'a aidé à comprendre ce qu'est la vérité. Connections m'a aidé à apprendre la vérité et les principes qui m'ont permis de recadrer les distorsions et les mensonges que j'ai crus pendant tant d'années. Connections m'a aidé à découvrir, apprendre et connaître que je suis assez. Le problème, c'est que Jodie Hildebrandt n'était pas vraiment la thérapeute idéale. Depuis son arrestation, il y a beaucoup de témoignages qui refont surface, de personnes qui ont eu de très mauvaises expériences en consultation avec elle. Déjà, je pense que vous l'avez remarqué, mais il y a beaucoup d'éléments de langage qui reviennent chez les clients et dans ce qu'écrit Hildebrandt. Cette fameuse vérité avec un V majuscule, les mensonges et les distorsions, et toutes ces idées d'être une nouvelle personne. Oui, ça fait très dérive sectaire. Vous le pensez, il le pense, elle le pense, je le pense aussi. Voici quelques témoignages de personnes qui n'ont pas du tout été satisfaites de leur expérience avec Connections. Pour information, ces commentaires ont été postés sur internet avant l'arrestation de Ruby et Jodie Hildebrandt. Je ne ferai pas confiance à cette entreprise. Ils utilisent des tactiques de lavage de cerveau pour vous manipuler. Ils font intentionnellement vous sentir mal dans votre peau et utilisent la calomnie. S'il vous plaît, éloignez-vous de ces entreprises à tout prix, c'est une arnaque. Je suis un thérapeute assez connu qui a été formé sous la direction de Jodie pendant 1 an. Alors que j'étais formée par elle, j'ai vu comment elle détruisait des familles et ruinait des relations. Je crois qu'elle est maléfique. Je ne dis pas ça à la légère. J'ai dû faire beaucoup de thérapie pour des personnes sortant de sa secte, traumatisées par sa thérapie.
Je n'ai pas de rancune personnelle, mais je suis fatiguée de voir des gens se faire blesser par son travail. J'hésite à m'exprimer contre des collègues et d'autres thérapeutes. Cependant, je ne serais pas contre l'idée d'aider, d'une manière ou d'une autre, les gens à comprendre qu'elle est dangereuse. Elle ne mérite pas d'avoir votre confiance pour votre mariage ou vos relations. Ma femme est allée à ses séances de conseil et à ses cours, et le principal résultat a été que Madame Hildebrandt a lavé le cerveau de ma femme en lui faisant croire que j'avais une addiction, alors que ce n'était pas le cas. Ma femme était tellement convaincue que je cachais quelque chose à cause des mensonges de cette femme que nous avons dû aller voir un conseiller honnête pour dissiper cette malhonnêteté. Et ces témoignages n'ont fait que se multiplier. Depuis qu'elle a été placée en garde à vue, des proches de Jodi Hildebrandt se sont également confiés et ont confirmé ces méthodes absolument abjectes. C'est le cas de Jessie Hildebrandt, dont Jodi est la tante. Jessie a notamment été laissée à la garde de Jodi pendant environ 1 an durant son adolescence. Et elle raconte avoir subi des sévices similaires à ceux des enfants de Ruby. Scotch sur la bouche, châtiment corporel, chevilles et poignets liés. Et elle a également confirmé en interview que beaucoup des pratiques et d'éléments de langage observés dans les vidéos de Ruby proviennent directement des enseignements de Jodi. Tous ces éléments permettent donc de souligner qu'en effet, l'hypothèse de l'influence de Jodi sur Ruby, avancée par les avocats dans la lettre que je vous ai lue, repose sur pas mal d'éléments concrets. Même si personnellement je ne pense pas que Jodi soit responsable à 100% des maltraitances qui ont été commises sur les enfants de la famille Frankie, c'est indéniable qu'elle a joué un rôle là-dedans et qu'elle a empiré les valeurs déjà rigides de Ruby. C'est aussi important de mentionner le fait que la licence de thérapeute de Jodi avait déjà été révoquée par le passé durant 18 mois, à cheval sur les années 2012 et 2013. Cette révocation faisait suite à un non-respect du secret médical concernant un patient, et déjà à cette époque, il y avait plusieurs plaintes de clients qui disaient que ces méthodes étaient plus que douteuses et qu'elles faisaient plus de mal que de bien à ceux qui venaient consulter. Mais cette révocation ne l'a pas empêché de continuer à recevoir des clients, même durant les 18 mois dont je viens de parler, puisque Jodi a simplement changé de dénomination. Elle est passée de thérapeute à coach de vie, ce qui ne demande pas de diplôme. Maintenant, concernant Kevin Frankie, le mari de Ruby. Comme je vous l'ai dit, lui et Ruby s'étaient séparés durant l'année 2022. Il ne vivait plus au domicile familial et depuis l'arrestation de sa femme, il a demandé le divorce en novembre 2023. Pour le moment, Kevin Frankie n'est pas accusé de quoi que ce soit et reste en liberté. Ça changera peut-être plus tard parce qu'en soi, les enfants ont encore des années pour potentiellement porter plainte contre leurs parents, mais en tout cas, c'est l'état actuel des choses. Lui, pour le moment, fait profil bas. Il s'exprime très très peu depuis l'arrestation de Ruby, et sa ligne directrice, c'est de dire qu'il n'était pas au courant des abus, que ça s'est passé après la séparation, etc., etc. Pourtant, comme on l'a vu ensemble, Kevin apparaît sur plein de vidéos assez problématiques que j'ai pu décrire plus tôt dans la vidéo, donc j'ai un peu de mal à croire qu'il ne savait absolument rien. De même qu'il a aussi fait du contenu pour Connections pendant un moment, on peut même le voir porter un t-shirt avec le logo sur certaines vidéos, donc je vois pas, encore une fois, comment il pourrait dire qu'il ne connaissait pas du tout les idéologies douteuses de Jodi. Mais bon, ce sera à la justice de s'occuper de son cas, en tout cas je l'espère. Alors, je vous avais dit tout à l'heure qu'on reviendrait un petit peu plus sur les raisons de sa séparation avec Ruby, parce que leurs versions ne sont pas vraiment alignées. L'avocat de Kevin aurait déclaré que son client et Ruby se sont séparés à cause de, je cite, « divergence d'opinion concernant l'éducation des enfants ». Ce qui laisse quand même un peu sous-entendre qu'il avait connaissance de ce que faisait sa femme, non ? Mais il y a une autre version qui dit que ce serait Jodi qui aurait écarté Kevin de la famille, comme d'ailleurs elle semble l'avoir fait pour de nombreux mariages. En fait, selon Jodi Hildebrandt, Kevin aurait une addiction au sexe et au porno. Alors j'étais pas au courant de ça, mais visiblement chez les mormons les plus conservateurs, comme Jodi Hildebrandt par exemple, le simple fait de regarder du porno, c'est considéré comme avoir une addiction au sexe et à la pornographie. Donc ça aurait déjà été une des pierres angulaires de pourquoi Kevin a été poussé hors du foyer. Après, Ruby et Kevin ont eux-mêmes publié des podcasts filmés dans lesquels ils parlent de leur intimité, et franchement, ça avait pas l'air très sain.
Lors d'un épisode, Kevin raconte par exemple une sorte de manipulation ou de chantage qu'il faisait à sa femme. Il faisait les tâches ménagères uniquement pour ensuite pouvoir obtenir des relations sexuelles avec sa femme. Ça vous donne déjà une idée des dysfonctionnements chez les Frankie. En tout cas, à voir comment ça va se passer pour lui, honnêtement, je ne serais pas étonnée qu'il passe entre les mailles du filet et qu'il ne soit jamais inquiété pour sa participation aux maltraitances que ses enfants ont subies. Mais bon, seul l'avenir nous le dira. Concernant les enfants, justement, on sait très peu de choses sur ce qu'ils deviennent depuis l'arrestation de Ruby et Jody, et je pense que c'est une volonté de la police et des services sociaux pour les protéger, donc on ne sait pas où ils sont exactement par exemple. Ce qu'on sait, c'est que les 4 enfants mineurs de Kevin et Ruby Frankie ont été pris en charge par les services sociaux, et bien que leur père ait demandé leur garde, le jugement est pour le moment encore en cours. Même si la situation n'est clairement pas idéale, au moins, ils n'ont plus à vivre l'enfer qui était leur quotidien avec Ruby Frankie et Jody Hildebrandt. Les 2 autres enfants, qui étaient majeurs au moment des faits, se disent soulagés de l'arrestation de leur mère et de son associé. La fille aînée de Ruby a même posté une story le jour de l'arrestation, dans laquelle on peut voir une photo d'un officier de police avec écrit « Finally », soit « enfin », mais sinon ils restent plutôt discrets sur leur réseau. J'ai vu que le fils aîné avait commencé à poster sur Instagram environ 1 mois après l'arrestation de sa mère, mais il n'a pas fait de déclaration particulière, et la plus grande des filles, qui est majeure elle aussi, fait aussi des allusions à ce qui est arrivé sur son compte, mais sans entrer dans les détails. J'espère juste que ces 6 enfants parviendront désormais à grandir dans un environnement plus sain, et j'imagine que la route pour se reconstruire sera longue. Peut-être que vous le savez déjà, mais malheureusement, il y a énormément d'autres chaînes familiales sur YouTube ultra problématiques. Je vais pas toutes les mentionner, mais à titre d'exemple, on peut citer The Stoffer Life, une chaîne qui appartient à Mika et James Stoffer. Vous en avez probablement déjà entendu parler. C'est un couple qui cherchait à adopter un enfant à besoins spécifiques et ils avaient fini par accueillir un petit garçon avec des troubles du spectre autistique en 2017. Bon, déjà, ils avaient carrément créé une cagnotte pour demander à leurs abonnés de les aider à payer ses frais d'éducation, ce qui est franchement limite, mais passons. Par contre, quand ils annoncent en 2020 qu'ils ont pris la décision de trouver un autre foyer pour leur petit garçon, parce que c'était trop difficile de l'élever, vous pensez bien que les abonnés étaient scandalisés. Ils ont en effet, tout simplement, abandonné leur fils adoptif. Et puis sous la pression, ils ont fini par supprimer leur chaîne et quitter les réseaux sociaux. Parlons aussi rapidement de Fantastic Adventures, une chaîne gérée par Machel Hobson qui filmait son quotidien avec ses enfants biologiques et adoptifs. En 2019, la police intervient au domicile des Hobson après l'appel d'une des filles biologiques de Machel, et ce qu'ils découvrent est franchement horrible. Les enfants adoptés étaient clairement malnutris, dans un état épouvantable. Ils étaient victimes de violences physiques de la part de Machel et de ses 2 fils biologiques s'ils refusaient de se mettre en scène dans les vidéos. Malheureusement, le procès n'aura jamais lieu puisque Machel est décédée d'un AVC alors qu'elle était en détention provisoire. Et puis, il faut aussi savoir que 3 des sœurs de Ruby Frankie ont elles aussi leur propre chaîne YouTube familiale, Bonnie Olem, Julie Desroux et Ellie Mesham. Leurs chaînes sont toujours actives et elles fonctionnent d'ailleurs très bien, certaines ont plusieurs millions d'abonnés. Évidemment, elles se sont exprimées en vidéo sur l'arrestation de leur sœur et c'est plutôt intéressant de voir comment elles en parlent. Dans ces vidéos, ce qui saute immédiatement aux yeux, c'est à quel point elles sont toutes autocentrées. Elles ne parlent presque que d'elles, elles se victimisent et mentionnent à peine leurs neveux et nièces qui, on le sait, ont vécu l'horreur pendant de nombreuses années. Alors, à leur décharge, c'est vrai qu'elles précisent que comme c'est une affaire en cours, elles n'ont pas le droit d'aborder certains détails, mais quand même, je trouve ça choquant de voir qu'elles n'expriment pas une once de compassion pour ces pauvres enfants. L'une d'entre elles va même jusqu'à dire que les actions de sa sœur ont eu un impact négatif sur sa réputation. Elles disent toutes qu'elles ne vont pas laisser Ruby gâcher ce qu'elles ont construit sur leurs chaînes YouTube respectives. Voilà. Par contre, pour ce qui concerne les faits, tout ce qu'elles disent reste assez vague.
Elle pointe évidemment du doigt Jodie Hildebrandt, qui aurait opéré un lavage de cerveau sur Ruby, et disent qu'elles ont remarqué un changement dans son comportement à partir du moment où elle a commencé une thérapie avec Jodie en 2020. Ruby se serait alors distanciée de toute sa famille après qu'elle n'ait pas réussi à les convaincre de rejoindre Connections. D'après les sœurs de Ruby, Kevin était tout aussi endoctriné que sa femme, ce qui explique pourquoi il n'aurait pas agi pour protéger ses enfants. Par contre, ce que je trouve assez contradictoire dans leurs vidéos, c'est qu'elles répètent qu'elles n'étaient au courant de rien, alors qu'elles ont pourtant bien vu que leur sœur avait changé puisqu'elles le disent elles-mêmes. En plus, la fille aînée de Ruby, devenue majeure en 2022, aurait apparemment repris contact avec ses tantes et leur aurait confié des détails choquants sur le quotidien de la famille Frankie. Et là, elles disent qu'elles auraient essayé d'agir pour aider les enfants, donc elles étaient visiblement au courant de certaines choses. Bref, leurs propos sont assez incohérents et ces vidéos ne m'ont franchement pas semblé sincères. J'ai plus eu l'impression que c'était un prétexte pour parler d'elles-mêmes, se faire plaindre par leur communauté et basta. Maintenant parlons rapidement de YouTube tout court. Un porte-parole de l'entreprise s'est justement exprimé à propos de l'affaire en disant « La plateforme a supprimé 2 chaînes liées à Ruby Frankie, conformément à nos lignes directrices en matière de responsabilité des créateurs. » Les chaînes 8 Passengers et Connections ont donc définitivement été supprimées, et c'est tant mieux. Par contre, le site web de Jodie Hildebrandt, Connections, est resté actif pendant très longtemps. On avait même la possibilité de réserver une session individuelle avec Jodie Hildebrandt alors qu'elle était à ce moment-là en détention provisoire. Alors je précise qu'évidemment sa licence a été révoquée depuis son arrestation et elle ne peut donc plus exercer, légalement en tout cas. Mais on pouvait quand même toujours acheter les ressources sur son shop, les vidéos, les cahiers d'exercice, etc. Alors du coup ça nous a beaucoup interpellés dans nos recherches avec Juliette, parce qu'au moment où on a publié la vidéo sur YouTube, il y a quelques mois de ça, sur cette affaire, le site était toujours actif. Ça a été assez difficile de comprendre pourquoi c'était le cas, étant donné que la fondatrice a été arrêtée. Mais en fait, visiblement, c'est très difficile de supprimer un site web. La demande de suppression doit venir soit de l'hébergeur, soit du propriétaire du site lui-même. Désormais, ce site, il est enfin clôturé et ça a probablement fait suite aux décisions judiciaires qui ont été prises. Voilà, on est arrivé au bout de ce long épisode. Je suis contente parce que ça faisait pas mal de temps que j'avais envie de parler des Family Channels et des problématiques qui y sont liées. Là, bien sûr, cette affaire, elle va largement au-delà de la simple question de créer du contenu qui met en avant des enfants. C'est une affaire complexe de maltraitance, de dérives sectaires. Bref, le cocktail de tout ça est aussi horrible qu'intéressant à étudier et j'espère que mon travail sur cette affaire vous a plu. Je pense franchement que les plateformes devraient prendre un rôle plus actif dans le contrôle des contenus qu'elles mettent en avant, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram. Je trouve ça dingue qu'une chaîne comme 8 Passengers ait pu rapporter des millions à une femme qui maltraitait ses enfants de manière quand même vraiment pas cachée. J'espère aussi que les sentences qui seront prononcées pour Ruby Frankie et Jodie Hildebrandt seront à la hauteur de leurs crimes. Je vous tiendrai au courant des suites de cette histoire, probablement sur Instagram, d'ici quelques mois j'imagine. Merci encore de m'avoir suivi dans cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, et pour continuer, je vous invite à nous rejoindre tout de suite dans l'after show où Juliette et moi continuons la discussion sur cette affaire Ruby Frankie et Jodie Hildebrandt. Il y a tellement de choses à dire sur cette affaire, comme vous allez le voir, on est assez inarrêtable sur ce sujet. Et moi de mon côté, je vous dis à très vite pour un prochain épisode d'Éteignez vos lumières. C'était Éteignez vos lumières, un podcast original signé Sonia Liu.